Bonjour, bienvenue à ce nouveau balado de la série Mais pourquoi au fait? Donc une série qui s'articule autour de la biodiversité, ou en tout cas de la crise sur la biodiversité. Et on introduit à chaque balado une nouvelle question, un nouveau thème, et des pistes de solutions, des réflexions qui n'engagent que moi. Moi, c'est Vanessa Vieira, je suis biologiste et chargée de projet en environnement pour la firme Nordastello. La question du jour, pourquoi miser sur les solutions fondées sur la nature? Pourquoi miser sur les solutions fondées sur la nature? Donc, si ce n'était pas encore compris, l'urgence d'agir pour la sauvegarde de la biodiversité et contre les réchauffements climatiques, parce qu'on l'a plus ou moins ignoré jusqu'à maintenant, mais c'est bien sûr un enjeu majeur. Eh bien, cette urgence est un enjeu pour l'humain. Pourquoi? Parce qu'il est la source numéro un de ces deux crises en fait planétaires. Et il s'agit là d'une alliance assez démoniaque entre ces deux enjeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des interdépendances et des rétroactions qui les unissent et qui méritent une vision vraiment globale afin de pouvoir les appréhender conjointement. Et je vais introduire un peu plus tard comment est-ce que c'est possible de faire ça, mais qu'est-ce que j'entends par rétroaction négative? En fait, on a souvent une représentation erronée de la réalité et je crois qu'on n'aborde pas le problème de la meilleure façon parce qu'on considère ces deux entités de façon indépendante. Or, elles sont intimement liées. La couverture végétale, le sol par exemple, assume un rôle crucial de régulation climatique directe, outre le stockage et le recyclage du carbone. Donc la déforestation, elle va entraîner une disparition locale et définitive des nuages, des pluies. Et ça va avoir des conséquences sur le climat. On a aussi un phénomène semblable au niveau des océans, avec le plancton, qui sont ces tout petits organismes microscopiques qui absorbent une grande quantité de carbone. En fait, on parle de plus d'un quart du CO2 émis par les activités humaines qui sont absorbées dans les océans. Donc, outre toute la répercussion que ça va avoir sur le reste de la chaîne trophique, j'entends par là les autres espèces qui dépendent par exemple du plancton ou des végétaux, eh bien cet appauvrissement va profondément déséquilibrer le système et ceux-ci ne pourront plus assurer, la couverture végétale terrestre, les peuplements planctoniques marins ne pourront plus assurer leur effet, leur fonction régulatrice avec la même efficacité. Donc là, on voit que c'est une répercussion, ça, sur justement le stockage du carbone ou l'émission du CO2. Cela va déréguler notre changement de notre climat, avoir des conséquences au niveau des changements climatiques et éventuellement de la perte de biodiversité, d'où ces rétroactions. Donc il s'agit de trouver des solutions qui vont lutter contre le dérèglement climatique, oui, mais pas aux dépens, sans perturber en tout cas la biodiversité. Pour comprendre comment on peut faire ça, eh bien il faut se rappeler la base. La biodiversité, elle est issue de plusieurs milliards d'années d'évolution et d'adaptation. Donc elle représente réellement à ce titre le socle, le fondement qui permet d'apporter les réponses concrètes au changement climatique. On n'a rien autour de nous, aucun modèle plus adapté, plus résilient que la biodiversité. Donc c'est vraiment toute la nécessité de miser sur ce qu'on appelle sur les solutions fondées sur la nature, SFN de leur petit nom, l'acronyme que j'utiliserai dans ce balado, ou les Natural Based Solutions en anglais. Donc ces solutions fondées sur la nature, elles ont émergé dans les années 2000. C'est un concept qui a fleuri dans les littératures scientifiques et explosé même à la fin des années 2015. Et beaucoup de chercheurs se sont penchés sur ces solutions. Les modélisations ont anticipé qu'elles permettraient, les SFN, de contribuer jusqu'à 30% de la lutte contre les changements climatiques, afin de viser les cibles appréhendées, c'est-à-dire un réchauffement climatique de moins de 2 degrés d'ici 2030. Donc c'est réellement prometteur et ces solutions, concrètement, c'est quoi en pratique? On parle surtout, ce qui est assez connu, c'est la lutte contre les inondations. On va restaurer un cours d'eau, par exemple, pour écrêter les crues, ou installer un bassin de phytoépuration pour traiter les eaux usées.
Quelque chose aussi un peu plus proche de nous, habiller les toits, les murs de végétation pour atténuer les fortes chaleurs. On peut faire ce même concept de végétalisation le long des voiries, par exemple. Donc, il n'y a pas de règle. Pourquoi qui a dit finalement que les barrages constituaient réellement la meilleure option pour une gestion optimale des ressources en eau? On pense toujours aux solutions grises, mais les solutions vertes, les solutions fondées sur la nature, sont souvent beaucoup plus durables et, on en parlera un peu plus tard, peut-être moins coûteuses. Un peu plus proche de nous, on n'a rien à envier à l'expertise des solutions sur la nature. Je pense notamment à la phytotechnologie, c'est-à-dire les technologies à base de plantes. Plus précisément, la phytoremédiation. Ça, c'est un procédé qui va consister en une plantation, par exemple, de saules arbustifs. Ça a été testé et prouvé parce que ces arbustes ont une croissance rapide. Et on le soumet à une forte irrigation et ça va permettre de décontaminer par exemple un effluent. Ça c'est complètement génial. Le saule finalement qui va pousser, il va absorber les contaminants avec sa croissance. C'est malade, hein. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, le 8 février, je regarde en même temps que je vous parle dans la presse, oui c'est ça, on avait la présentation de la compagnie Ramea, dont le président est Francis Allard, qui utilise justement les plantes pour résoudre des problèmes environnementaux. Bon, là, on présentait plus le recours à ces saules, toujours comme remède de mur anti-bruit, qui n'est pas forcément la reproduction de ce qu'on a en nature, mais les options sont infinies. On peut avoir des solutions qui se basent sur la nature, d'autres qui s'en inspirent ou qui dérivent. C'est un peu l'idée. Et pour finir avec ce qu'on connaît au Québec, dans la biomédiation, donc, qui sont aussi un recours à une technique naturelle pour décontaminer les milieux pollués. Il y a un système de traitement passif qui fait appel à des micro-organismes, notamment les bactéries sulfato-réductrices, et elles vont permettre de traiter les drainages miniers, hyper contaminés. Si on expose, autrement dit, ces bactéries aux effluents miniers, plus de 95% du zinc ou du cadmium, qui sont les principaux contaminants, vont être retenus. C'est fou, et Guillaume Nielsen, le chercheur à l'université Yukon, a prodigieusement répliqué même cette technique dans un environnement hostile, un environnement nordique. Donc les bénéfices de ces solutions fondées sur la nature, ils sont majeurs. Par contre, elles peinent encore à se faire une véritable place dans les projets d'aménagement. Et il y a plusieurs freins qui expliquent ce manque d'implantation. Bon, le premier, c'est clairement une méconnaissance de ces solutions, parce qu'on a généralement une difficulté à comprendre et à appréhender la complexité du vivant et donc l'exporter pour voir son utilité. Il y a aussi une réelle difficulté aussi avec le génie écologique. C'est pas très connu parce que c'est vraiment la technique qui va permettre de valoriser ces solutions. C'est peu valorisé. Le cadre réglementaire aussi n'est pas du tout adapté pour valoriser ces solutions. Et puis, je ne le répéterai jamais assez, on a encore une dichotomie entre une vision à long terme, que vont souvent servir ces solutions fondées sur la nature, et une gouvernance politique qui, elle, est centrée sur des résultats à court terme. On vise une certaine popularité juste pour les prochaines élections. Donc, même si ces solutions ne sont pas particulièrement bien implantées encore, elles peuvent devenir des solutions crédibles pour les décideurs politiques, et la clé pour ça, eh bien, elle est dans les mains des porteurs de projets, des décideurs. C'est eux qui doivent être capables, et dès la phase amont d'un projet, d'arbitrer entre la modélisation ou plutôt la mobilisation d'une ou plusieurs SFN par rapport à une solution plus conventionnelle. Il y en a plein des options et elles exigent des retours d'expérience. Si on se renseigne en termes de coûts aussi, ça peut être plus avantageux. Mais pour convaincre, il faut aussi savoir exactement évaluer. En fait, il ne faut pas oublier que ces SFN ont un caractère multifonctionnel. Et dans l'analyse coût-avantage d'un porteur de projet, si on prend en compte que la fonction écologique de la SFN, on peut trouver que la solution grise est moins coûteuse et plus efficace, parce que malheureusement on est encore centré sur le coût, pas encore assez, et j'espère définitivement juste,
sur le bénéfice par rapport à l'environnement. Donc, pour plaider en faveur d'une SFN ou des SFN, il faut une évaluation intégrée qui va prendre en compte l'ensemble des co-bénéfices et de tous les services qui sont apportés par les SFN. Et là, la réponse va être claire, limpide, translucide, plus efficace et certainement plus durable en faveur de la SFN. Donc on a un momentum, encore une fois, extrêmement favorable avec l'agenda climatique et de biodiversité cette année. Et l'idée dans ce balado, c'est vraiment de véhiculer tous les bénéfices qu'on peut avoir à la solution et d'y penser systématiquement. Dès que, moi j'espère qu'à chaque fois qu'on pensera à un projet de développement urbain, un projet de transport, un projet de développement rural, eh bien, les solutions fondées sur la nature seront avancées et c'est d'essayer de convaincre les partenaires de leur donner une chance pour qu'on ait toujours, encore une fois, une approche encore plus pro-nature. Si vous voulez en connaître plus sur les SFN, l'IUCN est vraiment un très bon outil. Il y a aussi le programme d'environnement sur les Nations Unies, mais l'IUCN ont vraiment mené des travaux sur la mise en pratique et la standardisation des SFN. Il y a un MOOC, les Massive Open Online Course, qui a débuté depuis janvier 2021. Vous pouvez encore vous y inscrire. Il peut être accrédité. C'est vraiment basé sur les SFN, comment elles peuvent être une résilience face au climat, face aux catastrophes naturelles. C'est un cours qui se donne en 7 langues, donc vraiment une très belle opportunité. Je mettrai d'autres guides, d'autres références à la fin du balado, comme le plus récent rapport Guidance for Using Global Standard for NBS de l'IUCN. Et ça conclut ce balado en espérant que ça a semé une petite graine sur penser au SFN. Prochain balado, le 6e, sera le dernier de cette série-là. On conclura, là, j'espère, avec plein d'espoir sur comment on va pouvoir travailler ensemble, tous ensemble, pour finalement surmonter cette crise de la biodiversité. Sur ce, c'était Vanessa Vieira, je vous dis à la prochaine et amicalement vôtre.